Eh bien, Richard, ce que tu viens de dire, c'est exactement ce dont nous parlons entre nous depuis, je dirais, plus d'un an maintenant. Et cela a explosé à Davos d'une manière que, si nous avions essayé de la prévoir, on nous aurait accusés d'exagérer énormément. Mais c'est bien là que les tendances nous mènent. Dans une économie qui se polarise, la tendance naturelle est d'aller vers les extrêmes. Il suffit de dire que s'il existe un déséquilibre dans l'économie, un déséquilibre visant à concentrer toute la richesse mondiale aux États-Unis et à ne rien laisser aux autres pays, surtout pas aux puissants comme la Russie et la Chine. Alors tout cela n'est que le déroulement naturel de cette logique. Et ce qui est si ironique dans tout cela, et cela est apparu très clairement à Davos, c'est que la guerre froide contre la Russie et la Chine constitue la fiction fondatrice qui permet aux États-Unis d'affirmer que le monde doit soutenir l'économie américaine pour la protéger de la Russie et de la Chine. Trump dit qu'il doit s'emparer du Groenland pour le protéger d'une invasion imminente de la Chine ou de la Russie. Or, les Groenlandais ont déclaré qu'ils exportaient beaucoup de crevettes vers la Chine, mais qu'ils n'avaient vu aucun navire chinois. La Chine et la Russie n'ont aucun besoin du Groenland. Elles pourraient passer par là ou le long de ses côtes pour atteindre l'Arctique, mais elles n'ont pas besoin du Groenland lui-même. Elles en ont déjà assez. Les États-Unis entretiennent cette fiction commode qui cherche à façonner le récit. Et ce récit, c'est ce qu'on appelait dans les années 1960 « Oncle Pigeon ». L'Europe nous exploite. Regardez tout l'argent que nous avons versé au complexe militaro-industriel pour le soutenir. L'Europe doit nous rembourser et soutenir notre complexe militaro-industriel. Et en fait, comme vous le savez, Trump vient d'augmenter les dépenses militaires dans le budget américain, passant de 1 000 milliards à 1 500 milliards de dollars cette année. Il a dit que cela montre à quel point nous sommes exploités par l'Europe et le reste du monde, car c'est le prix que nous payons pour les protéger contre les conquêtes militaires chinoises et russes. En réalité, cela montre le coût de la tentative d'empêcher l'Europe et les pays occidentaux de se tourner vers les économies les plus dynamiques du monde, l'Eurasie ou le continent asiatique, la Russie et la Chine. Comment les bloquer? Nous devons les bloquer militairement. Comment appelons-nous cela? La paix. C'est la bande de la paix de Trump qui l'a créée. Ainsi, l'agresseur dans tout ce récit n'est ni la Russie ni la Chine. Ils veulent simplement leur propre souveraineté. Ils veulent être indépendants de la capacité des États-Unis à transformer le commerce en armes, à transformer le dollar en armes, à transformer la finance internationale en armes, à transformer le système bancaire SWIFT en armes et tout le reste. Et je pense que certains Européens commencent à se dire, eh bien, peut-être que nous avons choisi le mauvais camp. Peut-être n'aurions-nous pas dû ruiner les industries lourdes allemandes et européennes en rejetant le commerce avec la Russie pour son pétrole et son gaz et en devenant dépendants des États-Unis. Peut-être qu'au lieu de la dépendance, nous aurions pu avoir une relation mutuellement bénéfique. Mais sous Trump, l'Amérique d'abord signifie qu'il y a un gagnant et un perdant dans chaque transaction. Il a dit que l'Amérique serait toujours le gagnant. Ça signifie que sur la victoire, ses contreparties seront toujours les perdants. Tout ce que l'Europe a à faire, c'est lire ses discours, et c'est tout. Et pourtant, ils ont tous été achetés. Il est intéressant de constater que les invités que vous avez reçus dans cette émission, ceux qui se sont montrés les plus explicites, ont tous travaillé auparavant pour le gouvernement américain. Et en travaillant pour le gouvernement, ils ont tous été choqués par ce qu'ils ont découvert. Paul Craig Roberts, lorsqu'il travaillait au Trésor, a découvert comment, comme il me l'a répété à maintes reprises, les États-Unis achetaient simplement des politiciens étrangers avec de petites enveloppes blanches remplies d'argent.
Ou, au lieu de le faire directement, ils créent des organisations non gouvernementales comme le German Marshall Fund et l'Atlantic Council, qui soutenaient leur carrière et les promouvaient. Et au final, on se retrouve avec des Tony Blair et des Macron au pouvoir partout en Europe, sachant parfaitement de quel côté leur pain est beurré dans toute cette affaire. Et c'est cela que les États-Unis ont créé. Et où sont les politiciens européens qui s'y opposent? Eh bien, ce sont les partis nationalistes, mais ce sont des partis de droite qui, en réalité, approuvent dans l'ensemble ce plan financier que Richard a très justement décrit. C'est véritablement le plan américain d'exploitation. C'est un plan financier, c'est le plan du capital financier. Ils disent simplement, nous voulons notre part. Nous sommes d'accord avec toi, Trump. Nous sommes anti-travailleurs. Nous voulons maintenir les salaires bas. Nous voulons que tout l'excédent économique de l'économie nous revienne, pas à notre propre économie interne, pas pour les dépenses sociales, mais pour nous-mêmes, afin de créer de la richesse financièrement, non industriellement. Ils sont tous favorables à cela. Ils veulent simplement leur part du gâteau. Et l'Amérique ne veut pas, et Trump ne veut pas, leur donner quoi que ce soit. C'est une sorte de gravitation. C'est comme ce que les néolibéraux américains ont fait en Russie dans les années 1990. Et c'est cela qui a été si choquant, comme John Hilmer l'a si bien expliqué dans les années 90 lorsque je l'ai rencontré pour la première fois à Moscou. Ce sont les personnes qui ont réellement été à l'intérieur du système qui sont les plus choquées par ce qui se passe. Ce sont elles, les invités de votre émission. Et ceux qui n'étaient pas d'accord, qui n'ont pas exprimé leur choc mais ont tout accepté, ce sont eux qui sont restés à la CIA, au département d'État, et dans tout ce réseau d'organisations non gouvernementales, menant une sorte de guerre intellectuelle internationale. Et c'est ainsi que les Russes l'appellent. La guerre intellectuelle consiste à façonner la manière dont le reste du monde perçoit ce qui se passe. Quels en sont les facteurs causaux? Quel est le contexte de tout cela? Et si l'on pense que le contexte est celui d'une Amérique défendant la démocratie contre l'autocratie, alors autocratie désigne les pays qui ne privatisent pas les besoins essentiels, qui ne privatisent pas les services publics, qui les maintiennent dans le domaine public afin de fournir des services à un tarif subventionné, plutôt que de les privatiser à des fins lucratives. Eh bien, il s'avère que la véritable autocratie se trouve dans la démocratie américaine et que les gouvernements qui représentent réellement les intérêts de l'élévation de la population dans son ensemble, ses conditions de vie, sa productivité, sa croissance industrielle, sont la Russie et la Chine. Il existe donc deux modèles. La question est, comment utiliser la rhétorique et la logique orwellienne pour empêcher les gens de comprendre ce modèle en jouant avec leur esprit? Tout tourne autour du contrôle des esprits et de la manière dont les gens perçoivent ce qui se passe. Et c'est ce à quoi la politique européenne en est arrivée, ainsi que la politique américaine, comme Richard vient de le dire. Nous parlons de ce qui se passe depuis des années, et c'est pourquoi nous sommes dans votre émission, et non parmi les décideurs politiques. Permettez-moi d'intervenir. Cependant, j'essaie de trouver le mot juste. Bon, je ne vais pas faire ça. Laissez-moi plutôt expliquer ce que je veux dire. Ce projet dont nous parlons, et que Michael nous rappelle une fois de plus avec éloquence, comme il l'a déjà fait par le passé, et je suis d'accord avec lui. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons la relation que nous avons. Je ne pense pas qu'il réussisse. Je pense qu'il échoue. Et je veux que ce soit clair, afin que personne n'entende de notre part « c'est fini, nous avons perdu ». C'est pas ma position. Je ne pense pas que ce soit celle de Michael non plus, mais je veux préciser que ce n'est pas la mienne.
Par exemple, si tout cela se passait bien, et je veux que ce soit clair, vous n'auriez pas la ville de Minneapolis décidant. Et j'ai lu le communiqué de presse du Conseil central du travail de l'AFL-CIO de Minneapolis, qui a publié une déclaration le 16 janvier appelant à une grève générale dans la ville de Minneapolis, prévue pour demain, le 23 janvier, afin de protester contre l'utilisation de la nouvelle armée spéciale américaine, ici, contre la ville dans son ensemble. Et ils le font en coopération manifeste avec le maire et le gouverneur de cet État et de cette ville. Et Minneapolis est une grande zone urbaine du Midwest des États-Unis. Une grève générale. Nous n'avons pas eu d'appel sérieux à une grève générale depuis de très nombreuses décennies dans ce pays. Et si vous voulez savoir, l'avons-nous déjà fait? Oui, ce sont là les moments héroïques et radicaux de l'histoire américaine. Et nous voilà à un autre de ces moments. Ce n'est pas un signe de force, c'est un signe d'une division sociale très inquiétante. On parle de guerre civile dans ce pays. Le plus grand bloc de l'Assemblée nationale française, comme je ne cesse de le rappeler, est dirigé par Jean-Luc Mélenchon. C'est un communiste, ou plutôt, il n'est plus membre du Parti communiste, si je comprends bien, mais il l'a été. Il est aujourd'hui à la tête de la France insoumise, qui constitue l'élément principal d'une coalition regroupant tous les partis de gauche. Et c'est un fait important. Les partis de gauche, qui se sont affrontés pendant des décennies en France, comme cela a souvent été le cas dans une grande partie de l'Europe et au-delà, ont réussi à s'unir. Ils reconnaissent une étape nouvelle et différente. Et oui, il y a des partis de droite qui émergent et qui réagissent un peu contre tout cela, mais depuis un autre point de vue et avec des objectifs différents. Mais l'histoire est toujours désordonnée de cette manière. Et le fait est qu'ils ne pouvaient pas simplement s'emparer du Groenland. De plus en plus de gens en Amérique latine comprennent à mesure qu'ils digèrent l'enlèvement de Maduro. Ils savent ce à quoi Michael faisait référence plus tôt. Ce n'était pas un grand exploit de la puissance militaire américaine. C'était un grand exploit d'avoir soudoyé suffisamment de personnes dans les cercles dirigeants de ce pays pour leur permettre d'entrer et de faire une telle chose. C'est extraordinaire que nous pensions que cela n'aura pas de conséquences. On ne peut plus faire en Amérique latine ce qu'on faisait auparavant. Quelques canonnières ne suffiront pas. Elles n'empêcheront même pas le Venezuela de vendre du pétrole à la Chine. Pourquoi? Parce qu'elles ne le peuvent pas. Je vais conclure avec un autre petit symptôme. Les Américains, en général, ne peuvent pas acheter de véhicules électriques chinois, ces fameux camions et voitures BYD dont j'ai parlé et dont d'autres ont parlé aussi. BYD a remporté la compétition pour produire les véhicules électriques les meilleurs et les moins chers. Ils ont gagné, pas Tesla, pas GM, pas Fiat, mais eux. Et cela, à lui seul, en dit long sur l'état du capitalisme ou sur ce qu'il n'est pas dans cette grande compétition. Et qu'a fait les États-Unis avec leur grande puissance? Rien, parce qu'ils ne pouvaient rien faire. Ils ont perdu la compétition, alors ils se sont protégés. C'est le jeu des perdants. Ils ont imposé un tarif douanier de 100%. D'ailleurs, Trump avait commencé à 27%, Biden l'a porté à 100%, et M. Trump l'a laissé à 100%. Et pour être un bon et loyal suiveur, les Canadiens ont eux aussi imposé à la Chine un tarif de 100% sur les mêmes voitures et véhicules électriques. Jusqu'à la semaine dernière, lorsque M. Carney, la casquette à la main, s'est rendu en Chine et a dit « Oh, s'il vous plaît, pourriez-vous nous aider à nous libérer de notre dépendance envers les États-Unis ?» « Oh, bien sûr, » a répondu Xi Jinping. Que diriez-vous de ceci? Nous achèterons votre huile de canola du Saskatchewan pour aider vos agriculteurs et vous supprimerez la barrière à nos véhicules électriques. M. Carney a abaissé le tarif de 100% à 6,1%.
C'est ce qu'on appelle une réduction, une grande. Et ainsi, ils ont convenu qu'il y aurait désormais 49 000 véhicules BID, ou véhicules électriques, venant de Chine chaque année. Accord initial. Maintenant, alors que la presse découvre ce que cela signifie, elle se pose la question qu'elle aurait dû se poser plus tôt. Pourquoi, au Texas, en Arizona et au Nouveau-Mexique, voit-on réellement des voitures BID sur les autoroutes américaines? Ces gens ont-ils payé une taxe de 100%? Non. Ils ont simplement traversé la frontière vers le Mexique et acheté les véhicules là-bas, parce que le Mexique a signé un accord avec la Chine avant le Canada. Alors maintenant, nous verrons des New-Yorkais partir en petit séjour au Canada, acheter une BID à Montréal sur le chemin du retour. Ah, vous savez ce que c'est? C'est le processus historique. Ce sont les plaques tectoniques qui bougent. It's the tectonic plates that are shifting. Davos is the dancing on top. Davos, c'est la danse au sommet. Mais cela ne peut pas contrôler, cela reflète à peine ce qui se passe en dessous. Et, en dernière analyse, je parie que ce sera le mouvement ouvrier qui surprendra tout le monde. Parce que ce que font les Chinois, les Russes et tous les autres, c'est prendre des mesures extrêmement importantes pour conserver la capacité de production essentielle dont nous dépendons tous, et qu'ils sont en train de monopoliser. Et cela va menacer le niveau de vie, car les capitalistes de l'Ouest ne veulent pas partager leur part de cette activité asiatique, avec la masse de leur propre population. La masse de leur propre population est en train de devenir des domestiques. Où sont nos emplois? Tu sais où ils sont? Ils sont dans les centres de remise en forme de l'Occident. Ils sont dans les services personnels. Enfin, tu vois, si c'était la Grande-Bretagne d'il y a 200 ans, ce seraient des armées de domestiques, comme en avaient les riches britanniques autrefois. Souviens-toi du dernier film britannique que tu as vu, un riche arrivant dans un magnifique château et devant, alignés, tous les serviteurs prêts à accueillir le nouveau maître. Nous sommes tous des serviteurs maintenant. C'est organisé en industries distinctes, mais nous devenons le personnel de service. Le cœur de l'économie, il a disparu. Et les États-Unis essayent de s'accrocher à ce qu'ils ne peuvent pas retenir, sans compter ce que leurs propres capitalistes ont fait, c'est-à-dire délocaliser la production hors d'ici. Je pense que Richard avait laissé un vide, une pause dans ce qu'il disait, où il s'attendait à ce que j'intervienne à propos de Minneapolis. Et je ne l'ai pas fait, mais nous en avions déjà parlé, car je suis né à Minneapolis. Je pense que son expérience est très pertinente pour comprendre ce qui est arrivé à la gauche et au mouvement syndical aux États-Unis. Minneapolis est vraiment au cœur de cette histoire. Mon père a été l'un des dirigeants des grèves générales de Minneapolis en 1934 et 1935, et ce sont ces grèves qui ont essentiellement conduit à la création du CIO et du syndicat des camionneurs. Minneapolis était la seule ville au monde où rejoindre les trotskistes, le Socialist Workers' Party, pouvait réellement constituer une voie d'avancement professionnel. Presque tous les gardes du corps et les associés de Trotsky au Mexique venaient de Minneapolis. Ma mère et mon père travaillaient avec Trotsky au Mexique et ma tante est devenue citoyenne mexicaine pendant qu'elle y travaillait. Le problème, c'est qu'un mouvement de gauche se développait à Minneapolis, soutenant véritablement les travailleurs, tandis que de grandes entreprises s'y opposaient. Mon père pensait que c'était Walgreens qui avait engagé des bandes de nervis pour tenter de briser le mouvement, les défilés ouvriers et les manifestations. Mais il y avait d'immenses réunions de masse à Minneapolis. J'aimerais pouvoir retourner la caméra et vous montrer une peinture que ma tante a faite.
Et Jerry, qui vivait là, peignait des tableaux sur les grèves générales. Beaucoup d'entre eux se trouvent au musée d'art de Minneapolis. C'était le point culminant de l'histoire de Minneapolis, mais aussi de celle du Parti démocrate, car les démocrates voulaient contrôler le mouvement ouvrier au nom de leurs deux principaux soutiens, la pègre, la mafia, puisque les démocrates des grandes villes étaient largement sous l'influence du crime organisé, et la droite, l'AFL, les syndicats de droite. Alors Roosevelt a écouté Tobin, je crois qu'il s'agissait de James Tobin qui dirigeait le département du travail, et il a accusé les 17 partisans de la grève générale de Minneapolis en vertu du Smith Act. La loi Smith stipulait qu'il était criminel de prôner le renversement du gouvernement des États-Unis par la force et la violence. Mais les trotskistes et les syndicats protégeaient en réalité Minneapolis contre la force et la violence des nervis engagés par les entreprises antisyndicales, d'autres groupes de droite et les forces fédérales du Parti démocrate, exactement comme ce qui se passe aujourd'hui. La veille de Pearl Harbor, en 1941, mon père et les 16 autres membres trotskistes furent tous condamnés en vertu de la loi Smith. Les partisans de cette loi n'étaient pas seulement issus de la droite. Le Parti communiste la soutenait également, car les syndicats de Minneapolis tenaient le Parti communiste à l'écart du mouvement ouvrier, puisqu'il était stalinien. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a eu une telle scission entre les trotskistes et les staliniens. Et donc, en substance, ils ont conclu un accord. On m'a dit que la raison pour laquelle on m'avait accordé une habilitation de sécurité aussi élevée était que Roosevelt avait passé un accord avec Staline. Il s'engageait à combattre les syndicats et le soutien ouvrier à Minneapolis si le Parti communiste promettait de ne pas déclencher de grève pendant la Seconde Guerre mondiale et la montée en puissance militaire que Roosevelt et Staline savaient inévitable. On retrouvait donc essentiellement le même schéma que celui que Richard a souligné. Le maire de Minneapolis a tenu beaucoup de beaux discours, comme Mark Carney l'a fait à l'échelle internationale, mais il était en réalité un homme de droite luttant contre le candidat socialiste à la mairie de Minneapolis. Son équivalent dans les années 1940 était cet affreux partisan de la guerre du Vietnam, plus tard va-t-en-guerre, Hubert Horatio Humphrey. Hubert Horatio Humphrey. Et c'est Humphrey qui a tout fait pour donner l'impression qu'il était du côté des travailleurs, du peuple, tout en combattant tous les militants, les réformateurs et les dirigeants syndicaux. C'est sa capacité à trahir la population tout en se présentant comme un ami du monde ouvrier qui a permis à Johnson de dire « c'est l'homme qu'il nous faut comme vice-président », parce qu'il a fait pour Johnson au Vietnam ce qu'il avait fait à Minneapolis. Il a sauté dans le train de la guerre du Vietnam et a déclaré « les libéraux doivent se réveiller. Nous devons défendre le Vietnam et l'Asie contre le communisme. » Eh bien, tout ce combat avait eu lieu bien plus tôt à Minneapolis. La population y était en grande partie scandinave et irlandaise, une population très radicale depuis le tout début. Évidemment, au cours des 70 années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, la société est devenue plus bourgeoise et a pu se développer pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui. C'est là que je pense que Richard allait en venir à un point où j'interviendrai, car nous en avions parlé avant l'émission. Je ne voyais pas le rapport avec Davos, mais maintenant je le comprends. Ce qui s'est passé à Minneapolis, où le mouvement radical a été détruit et remplacé par un faux mouvement radical, un faux mouvement ouvrier créé par le Parti démocrate et les sociodémocrates, est exactement ce qui s'est produit en Europe. De la France aux sociodémocrates allemands situés à l'aile droite du spectre politique, les russophobes. On observe la même chose en Europe. Le même effort pour capter les esprits
et façonner la manière dont le monde ouvrier perçoit la dynamique mondiale et le fonctionnement du capitalisme financier. Il y a une lutte pour leurs esprits, et c'est une forme de guerre intellectuelle et mentale qui va de pair avec les formes asymétriques de guerre que nous voyons partout dans le monde en ce moment. C'est précisément là le problème. Comment peut-on, en Europe, comprendre de quoi nous parlons lorsque la gauche a été à ce point absorbée par les partis de droite social-démocrates qu'il n'y a plus que les partis de droite, les nationalistes, qui disent, en substance, peut-être devrions-nous nous tourner vers la Russie et la Chine, ne pas soutenir l'Ukraine, et ne pas nous engager dans une guerre qui utilise tout notre argent simplement pour appuyer la lutte pour l'hégémonie centrée sur les États-Unis. Vous savez, la seule note de bas de page que je pourrais ajouter, et je suis très heureux, Michael, de ne pas avoir connu même votre histoire personnelle. Si je l'avais su, je vous aurais encore plus poussé à parler de Minneapolis plus tôt. Alors merci beaucoup pour cela. Mais permettez-moi de conclure avec une note de bas de page pour vous. Monsieur Macron en France est devenu un homme politique important en tant que membre du Parti socialiste. Il a été, je crois, ministre de l'Éducation dans un précédent gouvernement socialiste dirigé par le Parti socialiste. Quelle que soit la signification du mot socialisme, on peut en voir l'épanouissement dans le vide absolu de M. Macron, dont la cote de popularité dans son propre pays rivalise avec celle de M. Trump ici. Un autre exemple, M. Starmer. Another example, Mr. Starmer. Vous savez, le Parti travailliste s'est autrefois qualifié de Parti socialiste en Angleterre. Il en est le chef, et la raison pour laquelle il l'est, c'est qu'il a dirigé la destruction de Jeremy Corbyn, qui, lui, est réellement socialiste, en s'appuyant sur une accusation fabriquée de toutes pièces autour de l'antisémitisme, car, un peu comme la manière dont le gouvernement Trump s'en est servi pour dissimuler un tout autre programme qui n'a absolument rien à voir avec l'antisémitisme. C'est extraordinaire de voir à quel point ce qu'ils essayent de faire ne fonctionne pas. Et je pense que la masse des classes ouvrières en Europe comprend de plus en plus clairement que les dirigeants, surtout ceux qui prétendent avoir été de gauche, syndicalistes ou socialistes, ont trahi tout ce que ça pouvait signifier. Whatever that means. And so you're building the base. Et donc, vous posez les bases d'un changement radical. Ce qui, je pense, est ce que l'on va voir en Europe. Il va y avoir, et c'est, je crois, ce que von der Leyen et tous les autres redoutent. C'est ce que Michael disait au début. Ils ont misé sur le mauvais cheval. Ils ont récolté beaucoup de gains pendant des années grâce à ce pari, donc ils ne peuvent pas s'en détacher. Mais cela va désormais marquer leur fin politique, pas le début de quoi que ce soit. Et c'est, je pense, ce que nous avons vu à Davos.